Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo où je vais aujourd'hui vous présenter un autre ordinateur de ma collection. Vous avez vu la grosse tour noire la dernière fois, vous avez vu le Macintosh classique lors d'un épisode précédent, et là cette fois-ci on va voir un petit peu le Power Mac G5 qui est un vieux Macintosh du début des années 2000 que j'utilise encore beaucoup, notamment que j'utilise pour tourner les vidéos sur les jeux rétro Macintosh. C'est une machine qui est capable de faire tourner la plus grande partie des jeux de mon enfance et qui est assez singulière et qui vaut le coup d'être présentée. Alors, ce machin, il est sorti dans les années 2000. Le premier modèle de G5, il est sorti en 2003, mais celui-ci, c'est un des derniers modèles qui est sorti en 2005. Il a plusieurs particularités qui ont défini l'informatique luxueuse moderne. C'était une machine très haut de gamme d'Apple. Faut savoir que les machines très haut de gamme d'Apple de cette époque sont assez différentes de celles qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, dans le sens où elles étaient beaucoup plus ouvertes et modulaires, même si ça reste limité comparé à un PC même de l'époque. Une des grosses différences qu'elle a par rapport à un ordinateur moderne, c'est qu'elle ne tourne pas sur un processeur Intel. Au tout début au tout début du Macintosh, les ordinateurs tournaient sur des processeurs qui s'appelaient 68K, qui étaient fabriqués par Motorola. Le Macintosh classique, par exemple, c'est un processeur 68K. Et très vite, Apple a voulu moderniser un peu tout ça et s'est allié avec IBM et Motorola pour créer une nouvelle génération de processeurs qu'on appelle les PowerPC. Les PowerPC, vous en avez sans doute déjà manipulé sans trop le savoir parce que ils ont équipé pas mal de matériel informatique en dehors des PC d'Intel et AMD, notamment les consoles de jeux, la Xbox 360, la Wii, la GameCube ou la PS3, c'était des PowerPC. La Xbox 360, c'est même encore plus particulier parce que c'est un variant du PowerPC G5 de cette machine. Et détail rigolo, c'est que cette machine a servi de test, de kit de développement pour la première Xbox 360. Parce que oui, à l'époque, Apple était en train de délaisser cette machine et Microsoft l'a trouvée pratique. Et donc, ils en ont acheté tout un tas pour faire les premiers tests sur leur nouvelle console. Donc comme je disais, celui-ci, il est sorti en fin 2005. Il est équipé d'un PowerPC G5 Dual Core. Le G5 à l'époque c'était une révolution tout simplement parce que c'était le premier processeur 64 bits grand public sur une machine de bureau. Alors les processeurs 64 bits ça existait déjà, il y avait déjà eu notamment la fameuse Nintendo 64. Mais sur les machines de bureau on était resté sur du 32 bits. Et le premier 64 bits du marché c'est celui-ci, c'est le G5. Pas ce modèle-là, parce que ce modèle-là est sorti 2 ans après. Malgré tout, il lui est assez ressemblant. C'était les débuts de la mode aluminium chez Apple. Avant ça, on avait une mode du plastique bleu transparent. Donc le G5, c'était une machine qui succédait au Power Mac G4 qui était sorti avant. On en a un ici. Je ne vais pas vous le montrer en détail parce qu'il ne fonctionne plus, mais basiquement, vous voyez qu'on sort d'une... Le design était somme toute très différent. On était sur un truc assez futuriste qui aujourd'hui a très mal vieilli et fait très jouer. Et alors que ce design-là, pour le coup, il est encore relativement dans les standards actuels. C'est dur de se dire, je pense, que cette machine a bientôt 20 ans. Et qu'il y a certains de ces modèles qui en ont largement plus de 20. Du coup, c'était un design que moi je suis pas très fan du design aluminium d'Apple. C'est très sommaire, très primitif, mais il faut admettre qu'après ça se camoufle bien dans le décor. Il était assez pour une tour actuelle, il est assez limité, mais il avait pas mal de trucs cool par rapport à une tour de l'époque. Il avait une baie de lecteur. Bon, toutes les tours de l'époque avaient au moins une baie de lecteur. La plupart en avaient même 2. Celui-ci n'en avait qu'une et c'était plutôt chiant pour les professionnels. C'était une des premières tours, c'était la première tour d'Apple qui offrait de l'USB façade et également, vous voyez, vous reconnaissez l'USB et en bas, juste en dessous, c'est ce qu'on appelle du Firewire. C'était un port qu'Apple utilisait beaucoup, qui était plus rapide que l'USB. Également, il avait tout un tas de ports à l'arrière. Alors, je sais pas si je pourrais vous le montrer parce qu'il faut le sortir de son trou. Heureusement, ça glisse quand même relativement bien. En plus, c'est le bazar, je suis un expert en câble management, comme vous le constatez. Hop. Alors, est-ce qu'on arrive à voir les ports de là? On va peut-être tourner un petit peu. Hop. Super les conditions de tournage, vous avez vu, il n'y a toujours pas de montage dans la chaîne. Et il était quand même assez modulaire au niveau port. Là, vous voyez, on a 3 ports USB, on a 2 ports audio, des ports audio analogiques. Juste au-dessus, on a des ports audio numériques en fibre optique.
Encore au-dessus, on a un port FireWire. Non, on a 2 ports FireWire. On a 2 ports Ethernet et on a les slots graphiques. Comme vous voyez, il y a 2 slots graphiques pris parce que cette machine a 2 cartes graphiques. Elle a 2 écrans et je l'ai équipée d'une carte graphique par écran. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Encore heureux parce qu'à l'époque, les cartes graphiques, ça consommait pas autant. Et aujourd'hui, j'ose même pas imaginer la facture sur un PC qui a 2 cartes graphiques. Hop là. Bon, on remet tous les câbles comme on peut. Voilà. Et oui, et il est branché sur 2 écrans qui sont l'écran sur lequel j'utilise l'écran. Il est aussi relié à la tour noire, c'est mon écran classique, c'est un LG 24 GM77 qui tourne en 1080p et qui peut monter jusqu'à 120 Hz, mais le G5 en est pas capable. Et on a le deuxième écran, il y a Rob, salut Rob. C'est un écran cathodique, c'est un Mitsubishi Diamond 2070 SB, un des meilleurs écrans cathodiques qui soit, et pour le coup, lui, il n'y a que le G5 qui l'utilise parce que pour des raisons de câble management, c'était trop compliqué de relier la tour noire, mais c'est un écran qui est vraiment super, en particulier pour le rétro gaming, qui permet une super expérience de jeu, et même s'il est absolument énorme, je ne m'en débarrasserai pour rien au monde. Et donc pour revenir à la tour, on va peut-être un petit peu ouvrir le capot, histoire de rigoler un peu. Cette tour a un des plus beaux intérieurs qui m'ait été donné de voir. Pour le coup, à l'époque, Apple se foutait de la gueule de personne au niveau des finitions de son intérieur. Hop, on avait d'abord un capot facilement ouvrable. Comme vous voyez, c'est avec un petit loquet qui ne demande même pas de vis. La plupart des trucs se changent sans vis. Vous avez ici accès au lecteur. Il suffit pour le retirer de déployer ses pattes. Comme vous voyez, là non plus, pas de vis. Les disques durs sont dans des espèces de petits tiroirs d'ailleurs. Lui, il n'est pas verrouillé, voilà. Et il fonctionnait comme ça, pareil. On ouvrait le tiroir, on tire sur le disque et pas de vis là non plus. On avait ensuite une baie avec ce qu'on appelait le déflecteur. C'est un truc un peu inutile, mais ça permet de faire tourner la machine complètement ouverte et de voir l'intérieur en fonction. C'est un peu l'ancêtre de la vitre en verre trempé et c'est plutôt cool. Et là, on voit du coup les 2 cartes graphiques. Ce sont 2 Radeon de GeForce 6600 LE, donc des GeForce 6. Attention, c'est des GeForce 6, pas des GTX 6. GTX c'est sorti après les GeForce, donc c'est quand même relativement vieux. Elle fonctionne encore très bien les 2. Hop. Vous voyez également qu'il a 2 grosses turbines sur l'avant, et sous ces grosses turbines qu'on peut retirer encore une fois sans vis, avec un petit peu d'huile de coude, on a les slots de RAM. Vous voyez qu'il a pas moins de 8 slots de RAM. Apple, c'était déjà débile. Enfin, Apple aujourd'hui est débile au niveau de la RAM avec son nouveau Mac Pro qui peut monter jusqu'à 1,5 Tera de RAM. Mais cette machine, elle était pas plus intelligente à ce niveau parce qu'elle peut monter à 16 Go de RAM. Là, il en est à 8 Go. Alors vous direz, 8 Go aujourd'hui, c'est pas choquant. Mais on parle d'une machine qui a 20 ans. Les machines de l'époque, elles avaient même pas 1 Go la plupart du temps. Et on a une machine qui est encore dans les standards actuels niveau RAM, c'est fou. Et pour le coup, c'était vraiment une des meilleures machines de son époque. Neuf, ça coûtait entre 3000 et 5000 euros. Ça paraît... alors c'est très cher. Paradoxalement, par rapport au Mac Pro actuel, c'est assez raisonnable. Et pour le coup, c'était une machine qui s'adressait, somme toute, aux professionnels, mais qui pouvait s'adresser à quelques particuliers qui avaient des envies de grandeur aussi. La carte mère est bleue, pas grand chose à en dire. C'est une grosse carte mère qui tapisse tout le fond de la machine. L'alimentation est en dessous. Basiquement, on la voit pas, mais elle est là, dans cet espace ici. Et elle a 2 ventilateurs. C'est la machine d'Apple qui possède, je crois, le plus de ventilateurs. Elle a ses 2 ventilateurs amont, les 2 grosses turbines 120 mm. Il y en a 2 à l'alimentation. Il y en a un autre. Hop. Aïe. Un petit peu d'acrobatie, putain. Pourquoi il s'est coincé, lui? Allez. Voilà, ça s'enclenche tout seul. Il y en a un autre ici. Et il y en a un autre là-haut. Il me semble qu'en tout, ils peuvent avoir jusqu'à 9 ventilateurs. Oui, parce qu'il y en a encore 2 autres à l'arrière. Ça, c'est le cache du processeur. Alors, en théorie, ça s'enlève, mais personnellement, je vais pas le faire parce qu'il est un peu chiant à remettre après. Mais c'est là-dessous qu'on a le gros processeur G5. Le processeur G5, c'était un processeur qui chauffait énormément. Et vous vous en rappelez peut-être, c'est un processeur qui était célèbre pour ses problèmes de surchauffe, notamment sur la Xbox 360, où il causait les fameuses pannes du Red Green of Death, l'anneau rouge de la mort. C'est le même processeur qu'on trouve dans cette machine, et il était parfois tellement gourmand que sur les modèles les plus puissants, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, Apple était obligé d'utiliser un water cooling. C'était un des premiers water cooling du marché, qui fonctionnait pas avec de l'eau, qui fonctionnait avec un liquide de refroidissement pour moteur, acide et corrosif.
Et le problème, c'est qu'il avait des problèmes d'étanchéité et qu'il avait tendance à couler et à foutre la merde dans les circuits. Il y a énormément de G5 watercoolés qui souffrent de ça, si ce n'est la quasi-totalité, ça a fait un gros scandale. Dans l'ensemble, les G5, c'est des machines qui vieillissent assez mal. Elles étaient très luxueuses, très puissantes, mais elles avaient un côté expérimental qui font qu'elles avaient tendance à très vite s'user. Conserver celui-ci en état, ça n'a pas été facile. Et pour le coup, je suis très content de l'avoir encore aujourd'hui. Même si des fois il a des défaillances inquiétantes, il a notamment de gros soucis de mise en veille qui ressemblent à de la corruption de RAM. Hop, on va le refermer et on va le faire ronronner un peu. Hop. Cette machine, alors aujourd'hui, au standard actuel, elle serait considérée comme relativement bruyante et pourtant, c'était une des machines les plus silencieuses de son époque. Je sais pas si vous avez connu des tours du début des années 2000, mais si vous en croisez une un jour, vous serez sans doute surpris de voir à quel point c'était bruyant. À cette époque, on n'avait pas peur de mettre les ventilateurs à fond et d'avoir des machines qui faisaient un bruit insupportablement chiant. Celle-ci, pour le coup, c'est une des premières à utiliser la thermorégulation pour être silencieuse et elle fait à peu près, se faire de ma part, 35 décibels, ce qui correspond au bruit d'une conversation relativement faible. Hop. Et comme vous le voyez, on l'entend ronronner, comparé à des PC modernes qui sont parfaitement silencieux, pour le coup, c'est un petit peu trop bruyant. Malgré tout, il est quand même très calme. Pour une machine de cette taille et de cette puissance de l'époque, c'était relativement exceptionnel. Il n'a pas fait dong. Ce qui m'étonne, c'est que ces temps-ci, il ne fait pas dong. Tous les Macs font dong en général quand on les allume à leur façon. Celui-ci, pour le coup... peut-être qu'il ne le fait pas parce que j'ai coupé le volume, c'est possible. Celui-ci, pour le coup, fait le dong des Macintosh modernes, donc si vous cherchez Macintosh dong, vous devriez trouver le son qu'il fait. Le Macintosh classique, il faisait bip bip, je vous avais montré dans sa vidéo précédente. Hop. Et on arrive à la fenêtre d'ouverture de session. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est le clavier et la souris. Là, c'est le clavier d'époque, enfin plus ou moins. Ça, c'est le clavier d'un G4. Le clavier d'un G5 était légèrement différent. Il était blanc, mais il était dans les mêmes tons, avec des touches transparentes, s'il vous plaît. Et un clavier assez complet qui avait notamment des particularités, comme notamment une touche F13, F14, F15, les touches de gestion de volume, une touche d'éjection qui était très pratique pour ouvrir le lecteur CD. J'aime beaucoup ouvrir le lecteur CD, je trouve ça assez joli. Le lecteur pousse un espèce de ressort qui va actionner le volet et je trouve que c'est vachement bien designé. Le problème, c'est que ce truc pouvait se casser une fois sur deux et des fois on aboutissait à une situation débile où le lecteur ne s'ouvrait pas et restait bêtement coincé dans son rack. Voilà. Et donc là, on l'a allumé. On peut également allumer l'écran cathodique pour la beauté de la chose. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que filmer un écran cathodique, vous l'avez vu avec la vidéo du classique, c'est rarement génial. Si, ça va. Cet écran est vraiment beau, j'aime beaucoup la qualité. Alors, il est assez sombre par rapport à mon écran LCD, c'est normal, un écran cathodique, ça n'émet pas de lumière en soi. Et pour le coup, il est aussi fatigué, je pense que les condensateurs font qu'il a du mal à émettre de la lumière. Ce qui lui permet la même chose qu'un écran OLED, c'est-à-dire un contraste très élevé. Il a quand même un mode qui permet de le faire briller un peu. C'était pas celui-là. C'est... Hop. Voilà, il est un peu plus brillant là. Enfin voilà. Et bah du coup je pense qu'on a fait un peu le tour du Power Mac G5, la machine que j'utilise pour mes vieilles vidéos Macintosh. Vous avez déjà vu son bureau dans certaines vidéos, notamment vous le voyez dans la vidéo du Sir Macintosh et vous le voyez parfois dans les vidéos comme celle d'Ishido, ce genre de choses. Il tourne sous macOS 10 Tiger et macOS 10 Leopard, il a deux systèmes embarqués, il est capable également d'émuler Windows XP, ce qui est plutôt cool, et il est capable de faire tourner Linux. Alors personnellement j'ai pas mis de Linux dessus. Malgré tout, il est tout à fait capable de le faire. Il fait tourner notamment des versions modernes de Linux, comme Adeli Linux ou Gentoo Linux, ce genre de choses. Ça permet encore de l'utiliser aujourd'hui, ce qui est plutôt cool. Parce que ce genre de machine peut très bien servir pour tout un tas d'utilisations diverses et variées. En l'occurrence, j'utilise encore le mien pour le retro gaming, mais aussi pour ma messagerie mail. C'est lui qui gère mes archives mail. C'est avec lui également que je fais de la musique. C'est une très bonne machine pour faire de la musique. Et je fais parfois un peu de dessin dessus, parce qu'il est encore très bien capable de gérer des gros logiciels comme Photoshop. Des vieilles versions, certes, mais il n'y a pas forcément besoin d'une version moderne. Voilà, pour le coup, c'est une machine qui a 20 ans cette année, mais qui est toujours très en forme et que je suis toujours très content de posséder. C'est une des plus belles pièces de ma collection. Autant je pense que le Macintosh classique, même si un peu moins culte et un peu moins connu.
Et je propose pour terminer la vidéo un petit bonus. Parce que la dernière fois, quand on avait fait la vidéo du Macintosh classique, il était dans une période capricieuse où il avait pas envie de démarrer et où il a fait une espèce de gueule de bois au début de la vidéo. Sauf qu'en ce moment, il va très bien. Et donc du coup, histoire de rigoler un peu, voici le Macintosh classique qui démarre quand il va bien. Hop, c'est parti. Alors comme je l'avais dit, malgré tout, il y a toujours son disque dur qui fait du bruit au démarrage. Mais comme vous l'avez vu, cette fois il fait bip et il démarre tout de suite. On n'a pas l'écran qui fait peur avec les carreaux. Hop. Voilà, welcome to Macintosh. Après on prend sa disquette, on la met dedans. Et comme vous voyez, l'écran cathodique a son taux de rafraîchissement qui a posé un petit peu problème. Et voilà, et vous voyez, c'est quand même relativement rapide hein, quand la machine tourne bien. C'était donc du coup le côté bonus avec le Macintosh classique qui démarre. Et on arrive du coup à la fin de cette vidéo sur le Power Mac G5. Peut-être qu'on fera une vidéo sur le G4 un jour, mais comme je peux pas le démarrer, ça m'embête un petit peu. Quand je le réparerai, parce que en soi sa réparation est pas si méchante. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut! Je vous propose un deuxième bonus pour la vidéo parce que du coup, je me suis penché sur la question de pourquoi ils ne faisaient pas d'ongles. Parce qu'il faut savoir que les Macintosh ne font pas seulement d'ongles pour être sympa. Ils font aussi d'ongles parce qu'ils ont validé les tests internes du système. Et du coup, quand on ne l'entend pas, soit c'est qu'on l'a désactivé manuellement, parce que c'est également possible, soit c'est qu'il y a un problème. Et en l'occurrence, je suis allé voir et il y en avait un. Il y avait 2 barrettes de RAM qui ne répondaient plus. Elles étaient mal enclenchées sur les slots. J'ai remis toutes les barrettes en place et là maintenant, si on est un petit peu patient, hop, le passage, vous voyez qu'il est dans son jus, hein. Il n'est pas dans un état parfait. Il y a des rayures sur la poignée, il y en a une grosse sur le lecteur. Mais c'est pas choquant, de loin il a encore un aspect assez sympa. Puis son... Et voilà, il a fait donc, on l'a entendu. Voilà, c'était tout, c'était le deuxième bonus de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut.